le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Moi, je veux que le RHDP soit présent ici pour nous donner une réponse. Ils sont venus diriger les Ivoiriens pour qu'une partie en profite, une partie bénéficie des avantages d'être des officiels, des institutionnels, et puis l'autre partie du peuple doit se débrouiller. Gérez-vous comme vous voulez. Si vous voulez mourir, ça, ce n'est pas notre problème. L'essentiel, nous, on vient de signer un concert. Et puis même dans le communiqué, j'ai cru voir affaire de confort. Donc, toi, tu es malade, tu cherches confort. Tu ne cherches pas guérison, tu cherches confort. C'est-à-dire qu'il veut même partir se faire soigner en mode confort. Comfortable. Confort. À l'aise. Raison pour laquelle on refuse même de valoriser nos champions nationaux. On refuse d'utiliser même la compagnie nationale. On refuse d'utiliser, comment on appelle, Air Côte d'Ivoire. On s'en va signer encore là, encore deuxième faute grave. Oh, les Ivoiriens même ne sont pas sur ce panel, ça me fait mal. Invitez-les. Deuxième faute grave qui nous donne raison pour ne plus jamais accompagner le RHDP au pouvoir. Ils n'ont qu'à dégager en 2025. Deuxième faute grave de la journée là. Honte nationale, honte internationale, honte du siècle là. C'est qu'ils refusent même de partir avec avions que eux-mêmes, ils ont payé pour renforcer la flotte ivoirienne. Pour dire qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire a la possibilité d'effectuer 9 vols sur la France. Aujourd'hui, on a des appareils de classe internationale, aux standards internationaux, qui peuvent voler jusqu'à 9 vols par semaine. Attends. Maintenant, vous laissez Air Côte d'Ivoire, vous partez signer avec Conseil. Hein? Il y a quelque chose à dire. Vous partez signer avec Air Conseil, là, c'est pourquoi. Tout cet argent-là, ça ne pourrait pas revenir à Air Côte d'Ivoire pour embaucher encore plus de jeunes Ivoiriens qui veulent travailler, pour agrandir la compagnie. Et libérez le peuple. Libérez nous-mêmes, libérez-nous. Vous qui parlez de tabouret là, libérez le tabouret, libérez chaises, libérez le fauteuil, libérez tout. Laissez-nous tranquilles. Je m'arrête là, JP. Merci beaucoup. J'espère que mon petit exposé vous a fait du bien et on continue avec JP à la modération. Oh, ok, on dit nos officiers sont arrivés. Donc, je vais quand même passer la parole à Yao, le temps qu'ils font les demandes. Bonsoir à tous, bonsoir à la TTN, j'espère que vous allez bien. Mention spéciale à Lion of God, j'ai tellement apprécié son speech, son exposé. Bon, si ça c'est l'introduction là, imaginez un peu le développement. Bon, moi je vais pas dire grand chose, hein, honnêtement. Les gens pensent que c'est un faux débat. Il y a des gens qui disent le RDS se fout du peuple de Côte d'Ivoire. Bon, je sais pas si c'est parce que peut-être les Ivoiriens deviennent lucides, mais il y a longtemps que le RDS se fout des Ivoiriens. Il y a longtemps que le RDS se fout des Ivoiriens. Il y a longtemps le RDS n'a que faire de la souffrance des Ivoiriens. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ont un brin de lucidité parce que dans l'arène politique, il y a un homme de vision, un homme de conviction. Il y a un homme qui a une stature nationale. Il y a un homme qui est un modèle, qui est une référence. Donc, on voit toutes les lacunes du RDR. Sinon, honnêtement, le RDR, il y a bien longtemps que tout ce qui est méritocratie a quitté le RDR. C'est juste une question de... Voilà. Et ça, je l'avais dit la fois dernière sur l'un des lives. Le RDR, c'est comme les gens disent, ça sera le pas de trop. Non, nous sommes déjà dans la totale avec le RDR. Pense savoir toucher le fond, il te montre même qu'il y a encore un tréfonds. Il te montre encore que on peut aller plus bas que terre. Il creuse. Finalement, on trouvera, je vais dire, l'écorce terrestre. Il faudrait que les gens comprennent. Ils sont habitués à enfreindre les lois. Malheureusement, on a une population assez docile, une population assez éduquée, qui se laisse faire et qui laisse faire, malheureusement. Sinon, de vous à moi, pour essayer de prendre le contexte, hein, vous avez le marché qui a brûlé tout récemment. Là, ils politisent, ils envoient une députée tristement célèbre,
en compagnie de certaines dames, dire on s'en fout. Même si le marché va brûler 1000 fois, voilà, même si le marché va brûler 1000 fois, 1 million de fois, nous on est RDR, on est RHDP, on va voter à Alassane. Quand vous avez des gens qui ont une telle mentalité, c'est vous qui avez honte, qui vous, pour moi, qui compatissez, qui vous révoltez, qui vous catastrophez. Sinon, eux, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Quand on le dit, les gens pensent que c'est parce qu'on n'aime pas la tête du client. C'est une question d'idéologie. Le RDR n'a qu'un seul, pour moi, n'a qu'une seule ambition, s'éterniser au pouvoir alors qu'il n'a pas la compétence requise pour y être. C'est tout mon problème. Et à chaque fois que l'occasion m'est donnée de le dire, bon, les gens trouvent que je suis assez condescendant. Le RDR veut diriger, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas la compétence pour diriger. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Ça, il faudrait que ce soit clair. Ce n'est pas méprisant. Ce n'est pas méprisant. Sinon, tout ce qui se passe, importer les papiers hygiéniques des États-Unis, etc., est-ce que ça, pour moi, hein, est-ce que vous avez senti des personnes indignées en Côte d'Ivoire? C'est passé comme une lettre à la poste. Les gens s'en foutent. En parlant de ce qui se passe aujourd'hui, l'IDH, vous constaterez que NCI 360 va consacrer. JP. Oui. Oui, je suis là, oui. JP, je sais pas, ton micro il est ouvert. Hein, au cas où. Ah d'accord, désolé. Bon, là, on vient de couper le courant chez moi, comme ça, l'électricité. Nous sommes dans l'émergence. Nous sommes en plein là-dedans. C'est l'émergence, c'est l'émergence. Non, je vais pas. Je vais expliquer en. Ah, mais attends, j'ai un appel quoi. J'ai un retour. Je sais pas. Bon, ok, ça marche. Non, je vais conclure en 30 secondes. Ce que je veux dire de façon claire, moi, ça ne m'étonne pas que le RDR, le fait qu'ils aient signé des conventions pour pouvoir se soigner. Je dire, même pour une fois, ils officialisent. Pour une fois, ils officialisent. Mais posez-vous la question, à chaque fois le président de la République l'enfance, on dit séjour privé. Qui de nous ici peut essayer d'établir la facturation de tous ces mouvements? Qui? J'ai bien envie de dire même qu'aujourd'hui, ils essaient de normaliser les choses, de les officialiser. Moi, quand je vois le RDR, j'ai honte. J'ai honte de ma Côte d'Ivoire. J'ai honte même de dire je suis ivoirien. Honnêtement, quand on voit dans le rétroviseur ce qu'était la Côte d'Ivoire, ça fait honte. Mais bon, pour peut-être chuter là-dessus, parce que là, comme le truc est coupé chez moi ici, je dois forcément me connecter à partir d'un autre téléphone. Le RDR, avec la santé des Ivoiriens, honnêtement, c'est quelque chose qui ne fait pas bon ménage. Si vous êtes en bonne santé là, comment vous allez pouvoir résister? Si vous êtes en bonne santé, comment allez-vous, à un moment donné, commencer à cogiter profondément? Donc, ils bousillent tout. L'éducation est bousillée. Vous avez le système sanitaire qui est bousillé. Ils essaient de s'accrocher à l'IDH aujourd'hui. Mais nous occupons quel rang? 157e. Je suis 193. Ils essaient de s'enorgueillir, mais là encore, ça montre et ça prouve, ça étale leur médiocratie. Voilà, sinon comment quelqu'un qui se retrouve parmi les 40 dernières nations au monde s'émerveille et s'enorgueillit? Ça n'a aucun sens. Il faut simplement être RDR pour le faire. Pour agir ainsi, c'est médiocre. Et pour moi, c'est bas. Aujourd'hui, vous verrez que NCI 360 parlera de l'IDH, du classement. Et moi-même, j'ai encore une autre préoccupation. Malgré que c'est médiocre, malgré que ce soit médiocre, je me pose pas mal de questions. Lorsque le président Ouattara arrivait au pouvoir en 2011, on était 175e. En 2020, on était 171e. Ça veut dire quoi? De 2011, 2010 à 2020, pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire n'a gagné que 4 places. Bon, subitement, le président Tidjane Thiam fait
faire son entrée dans l'arène politique, il évoque l'IDH et subitement, bah écoutez, on parle de la 166e place, 57e place, d'Iran. Alors que, honnêtement, franchement, ça m'interroge. Ça me taraude l'esprit, je me dis, mais écoutez, même si, quelque part, c'est médiocre, mais je me pose la question. Vous avez fait 10 ans, 12 ans, 13 ans, jamais vous n'avez fait un aussi grand bond. Et quand on connaît le RDR, c'est pas moi qui le dis, à chaque fois je vais revenir là-dessus, le président Ouattara, le 31 décembre 2024, lors de son adresse à la nation, c'est un moment solennel. Il a eu à dire que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire était de 56%. Il disait que le stock de la dette représentait 56% de notre PIB. Alors que les chiffres officiels révèlent 58%. On nous a toujours vanté le mérite du président Ouattara, ce n'est pas n'importe qui. Il sait faire la différence entre 56 et 58. Surtout quand tu es un économiste chevronné. Donc, il y a un problème de fiabilité criade lorsqu'il s'agit du RDR. Et quand je regarde un peu l'évolution du ranking de l'IDH en Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que c'est quand même bizarre. D'un mouvement abracadabrotesque, on est passé de 166 à 157e. C'est toujours médiocre, mais on n'a jamais fait un aussi grand bond. C'est quand même étonnant, mais on aura l'occasion d'y revenir. Tout ça pour dire que, concernant le plateau technique, ils en ont conscience. Tout est nul, tout est éclaté au sol. Nos hôpitaux sont des mouroirs. J'essaierai de revenir et faire peut-être un parallèle avec ce que le président Talon a fait au Bénin. Mais c'est le jour et la nuit. Au Bénin. Mais c'est le jour et la nuit. Fait face à un défi critique en personnel de santé. Comment cette pénurie impacte-t-elle la qualité des soins et quels leviers devraient être activés pour y remédier efficacement? Ok, donc bonsoir à tout le monde. Vous savez, pour parler de la santé, il y a deux choses qui sont très importantes à chaque fois qu'on parle de santé. La première des choses, c'est de s'attarder sur les chiffres, les données qui globalement proviennent de 4 sources. La première source, c'est la Banque mondiale. La deuxième source, c'est l'UNICEF. La troisième source, c'est l'OMS. Et la quatrième source, c'est les sources locales du ministère de la Santé qui produisent des chiffres. En fait, à la réalité des choses, c'est que quand on parle au grand public, quand on débat sur les différentes sources, Banque mondiale, UNICEF, OMS et tout ça, parfois le grand public est un peu embrouillé. Donc, ce qui fait que moi, j'essaie à chaque fois d'essayer de simplifier au maximum et puis faire en sorte que les gens puissent bien nous comprendre et savent et comprennent quels sont les enjeux. Donc, concernant le personnel de santé, il y a ce qu'on appelle des ratios par pays. C'est-à-dire que l'OMS, en fonction de votre capacité, l'OMS vous donne un ratio. Je vais prendre 2 exemples simples, des exemples terre à terre pour que vous compreniez. C'est comme si vous venez trouver une femme en train de laver des habits. Vous trouvez que le nombre d'habits, vraiment par rapport à la capacité de la femme, elle ne peut pas laver tous ces habits-là en même temps. Donc vous dites, bon madame, moi je pense que vous devez laver par jour 5 habits. Donc c'est un ratio qui est donné par rapport à la femme, par rapport à celle que vous avez rencontrée. Vous pensez qu'elle peut laver 5 habits par jour. Donc vous lui donnez un ratio. Le ratio peut être différent en fonction des gens. Vous pouvez trouver une autre femme ailleurs. Vous allez trouver qu'elle a la capacité de laver 10 habits par jour ou 20 habits par jour. Donc les ratios entre les médecins et la population divergent en fonction des pays. Par exemple, en France, l'OMS demande d'avoir 23 médecins pour 10 000 habitants. Et en Côte d'Ivoire, l'OMS demande d'avoir un seul médecin pour 10 000 habitants. 23 médecins pour 10 000 habitants en France, un seul médecin pour 10 000 habitants en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes 10 000 habitants, c'est les mêmes vies humaines, c'est les mêmes, ils ont les mêmes pieds, ils ont les mêmes têtes, ils ont les mêmes ventres. Mais l'OMS, en fonction des objectifs primordiaux, des objectifs principaux qu'on vous donne en début, dans votre développement, on vous dit voici ce que vous devez avoir. Donc en Côte d'Ivoire, effectivement, ce ratio-là est atteint. On a même dépassé le ratio, on est presque pratiquement à la moitié, j'allais dire à 1,5 parce qu'on est à un médecin pour 5 000 habitants actuellement, un peu plus de 5 000 habitants.
Donc, le ratio est atteint. Le problème, c'est que c'est la répartition qui était importante. Parce que le nombre de médecins, ça n'a pas de sens quand on ne parle pas de la répartition. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un pays qui fait 322 000 km², 322 000, plus de 400 km², et que vous souhaitez avoir un médecin pour soigner 10 000 habitants, vous avez besoin de répartir ce nombre de médecins-là sur la surface du pays pour que les gens puissent être bien soignés. Et c'est là que pose le problème. Environ 65% des médecins ivoiriens sont répartis uniquement au niveau de Abidjan et alentour, c'est-à-dire le Grand Abidjan. Près de 65% des médecins. Et je tiens ce chiffre-là du rapport annuel du système de santé 2024. C'est le RAS. R-A-S-S. Vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. Il est publié, il est public pratiquement. Donc, environ 65% des médecins sont dans la zone sud, dans la zone d'Abidjan et du Grand Abidjan. Ce qui fait que on a ce qu'on appelle les déserts médicaux. C'est-à-dire que le nord de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'endroits où il y a des hôpitaux, où il y a des centres de santé, il y a des infirmeries, mais vous ne retrouverez pas de médecins. Vous ne retrouverez pas de médecins traitants. Donc, pour régler ce problème-là, il faut vraiment, d'abord, parce que les médecins, pourquoi les médecins n'aiment pas être affectés loin? Les médecins n'aiment pas être affectés parce que il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Quand vous m'envoyez à Minignan pour exercer, et que mon enfant ne peut pas fréquenter à Minignan, et que, c'est-à-dire que toutes les autres mesures d'accompagnement de ma présence à Minignan est difficile, quand vous m'envoyez à Minignan, je suis fâché. Je souhaite pas aller à Minignan. Vous comprenez? Et en même temps, il y a beaucoup d'autres accompagnements financiers même que l'État ne fait pas actuellement. Je rappelle qu'il y a une prime d'incitation que les médecins en Côte d'Ivoire revendiquent depuis de nombreuses années et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore payé. Le ministère de la Santé n'a pas encore payé cette prime d'incitation-là. Au-delà même de ça, il y a ce qu'on appelle la réforme hospitalière. L'État devait mettre des effets financiers à la réforme hospitalière. Jusqu'à aujourd'hui, les effets financiers ne sont pas encore actifs. Donc, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, de sages-femmes, de pharmaciens se plaignent que l'État de Côte d'Ivoire a mis un système, j'allais dire un système fictif, mais en réalité, les gens ne sont pas payés, les gens ne reçoivent pas suffisamment d'argent. Donc, à la réalité, le nombre de médecins en Côte d'Ivoire peut sembler être suffisant quand on regarde le ratio qui nous a été donné par l'OMS, mais en réalité, il y a un gros désert médical à cause de la mauvaise répartition. Mais au-delà même de ça, c'était un ratio qu'on nous avait donné parce qu'on était un pays j'allais dire un pays non développé. Donc aujourd'hui, l'OMS devra revoir même ce ratio par rapport à la typologie de notre population et le ministère de la Santé doit s'efforcer de redistribuer ces médecins-là sur le territoire. Beaucoup de ceux qui nous écoutent sur ce panel vont aller par exemple dans une ville où ils vont tomber sur une absence de médecins. Ils vont dire non, il n'y a pas de médecin qui a été affecté ici. Moi, dans mon village, Ganwe, qui est quand même à quelques kilomètres de Waninou, qui est lui-même à quelques kilomètres de Touba, vous ne trouverez pas de médecin à Ganwe. Dans mon village, là où mes parents sont actuellement, il n'y a pas de médecin à Ganwe. Simplement parce qu'il y a un infirmier qui est là-bas, mais l'infirmier, il y a un niveau de diagnostic que l'infirmier ne peut pas gérer. Donc, toute cette zone-là, de mes parents-là, il n'y a pas de médecin là-bas. On ne peut pas affecter de médecin parce que la circonstance ne permet pas, l'environnement ne permet pas à un médecin d'y rester. Donc, le ratio peut sembler bon d'une façon globale. Je vois qu'on publie, le ministère même de la Santé publie parfois sur ses réseaux des ratios qui peuvent sembler satisfaisants. Mais quand on regarde la répartition, c'est vraiment une répartition qui crée un désert médical qui est dangereux pour la population. Merci, docteur. Vous avez répondu directement à 2 de nos questions. Bon, moi, j'aimerais rapidement vous demander d'embrayer sur le budget de la santé. Ok. Le budget de la santé, bon, déjà, les questions, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent bien, pour évaluer un système de santé, il y a plusieurs axes qu'on évalue. On n'évalue pas tout en même temps. On évalue chaque axe et puis en fonction de chaque axe, on fait un bilan global. Il y a l'infrastructure qui est à part, c'est-à-dire que le plateau technique, les constructions, ça c'est tout ce qu'on appelle infrastructure. En deuxième lieu, il y a le financement. C'est la question dont vous avez posé par rapport au budget. Comment est-ce que l'État finance la santé? En troisième lieu, il y a les ressources humaines. C'est ce que vous avez demandé aussi par rapport au nombre de médecins et tout ça. Donc, les ressources humaines sont à la fois en quantité et en qualité.
Parce qu'on peut avoir la quantité sans forcément avoir la qualité. Donc, la formation de la ressource humaine, etc. Après, ça c'est le troisième point, la ressource humaine. Le quatrième point, c'est la satisfaction des patients. Parce que le but d'un système de santé, c'est la satisfaction des patients. Donc, on doit évaluer à chaque fois la satisfaction des patients. Et en cinquième lieu, c'est la gouvernance. C'est comment est-ce que le ministère arrive à gouverner en interne le système de santé. Comment est-ce que les choses sont gérées, comment est-ce qu'on évite la corruption, etc., etc. Donc, c'est la gouvernance en santé. Donc, pour évaluer un système de santé, on doit forcément évaluer ces cinq indicateurs-là, ces 5 axes-là. Malheureusement, si vous regardez sur la page du ministère de la Santé, on évalue beaucoup les infrastructures. Ils sont beaucoup dans le satisfecit concernant les infrastructures. On va vous dire, on a construit tel, on a construit tel. Effectivement, il y a du vrai en termes quantitatifs de ce qu'ils ont rénové. Mais d'abord, ce n'est qu'un seul parti parmi les 5 parties du système de santé. Jamais vous n'allez les voir en train de parler du financement. Jamais. Je n'ai jamais vu sur la page du ministère de la Santé en train de s'enorgueillir ou bien de se féliciter pour le financement. Parce qu'ils savent très bien que le financement n'est pas bon. J'explique. Le traité d'Abuja oblige tous les pays africains à financer le système de santé à hauteur de 15% du budget. C'est écrit dans le traité d'Abuja qui est ratifié par la Côte d'Ivoire. Donc notre pays, la Côte d'Ivoire, là, a ratifié un traité où il s'engage à donner 15% de son budget à la santé. Parce que à Abuja, les gens ont réfléchi sur pourquoi la santé est sous-financée en Afrique. Et on s'est rendu compte que tant que ça n'arrive pas à 15%, le peuple ne peut pas être heureux. La population ne peut pas être heureuse tant que on n'a pas au moins 15% du budget. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le budget 2025, là, si vous prenez le budget 2025, on se retrouve avec 4,8% du budget. 4,8%. Donc, au lieu de 15% du budget, on se retrouve avec 4,8%. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Donc, le système de santé est très sous-financé. Si vous demandez à votre femme de vous faire une belle pizza avec du bon hamburger et que vous nous donnez 500 francs pour faire cette pizza-là, il va sans dire que la qualité de la pizza, vous-même vous savez la qualité de la pizza que vous allez avoir. Donc, peut-être qu'on va revenir sur le sujet du jour, mais en réalité, quand on sous-finance un système, on sait à quoi s'attendre. Merci beaucoup, docteur. Je vais vous poser la dernière question et après je vais solliciter plutôt les appréciations du vice-président Apollos Dante. La dernière question pour vous, docteur, c'est avec la couverture maladie universelle, on a abrégé CMU, mise en place depuis quelques années. Quel bilan tirez-vous de son efficacité réelle sur le terrain? Quel ajustement serait nécessaire pour qu'elle atteigne pleinement ses objectifs? Alors déjà, la couverture maladie universelle, j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai que nous sommes opposants, mais nous devons reconnaître une chose très importante, c'est que la couverture maladie universelle, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'état de santé d'un pays. Le fait de mettre en place la couverture maladie universelle, là, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à une nation en termes de santé. Parce que dans un système de santé, il y a des pauvres et il y a des riches. Il y a des gens qui ont les moyens et il y a d'autres qui n'ont pas les moyens. Donc, le système d'assurance maladie universelle ou de couverture maladie universelle, c'est de se dire ceux qui n'ont pas les moyens doivent pouvoir préfinancer leur santé avec une somme qui est accessible et faire en sorte que le jour où ils tombent malades, ils peuvent se soigner avec une bonne qualité sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment c'est l'une des meilleures choses qui puissent arriver à un système de santé, la couverture maladie universelle. Seulement que notre couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, elle est très très problématique. La première des choses, c'est que on a mis en place une couverture maladie universelle dont on a déclaré étant en phase d'état, en phase active, en phase fonctionnelle, à un moment où on savait tous qu'elle n'était pas en phase fonctionnelle. C'est-à-dire que vous devez déclarer quelque chose, vous pouvez par exemple déclarer que c'est en phase pilote.
Quand vous dites que c'est en phase pilote, ça donne la possibilité aux gens de savoir que c'est vrai, on est en phase de début, on est en phase de test, il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher. Mais ça n'a pas été déclaré comme ça a été déclaré directement comme étant en phase active, en phase comme si ça marchait déjà. Seulement, là, ça a créé un gros problème de communication. En ce moment, la population, quand elle se lève et quand elle va dans l'hôpital avec la couverture maladie universelle, avec la carte, elle se dit qu'elle va avoir accès à tous les soins, à tous les médicaments, à toutes les hospitalisations qui sont communiquées par le ministère. Et malheureusement, quand il n'arrive pas à avoir accès à ça, il se décourage, il décourage d'autres personnes et puis finalement, tout le monde considère que la carte ne marche pas et que la CMU ne fonctionne pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un vrai problème avec la CMU. La réalité, c'est qu'on a trop vite communiqué sur son efficacité avant qu'elle soit efficace. C'est ça le vrai problème. Et donc, aujourd'hui, regardez par exemple sur le site de la CENAM. Je pense que je l'ai publié sur une de mes pages Facebook. Le site de la CENAM avait publié que l'appendicite et l'opération de l'appendicite et l'hospitalisation devraient coûter 21 075 francs. 21 075 francs. Je ne sais pas si je peux même vous montrer l'image, mais ça a été publié sur le site de la CENAM que une opération d'appendicite doit coûter 21 075 francs. Je demande à tous ceux qui nous écoutent sur ce panel-là aujourd'hui, dites-moi, dans quel hôpital en Côte d'Ivoire vous allez payer 21 075 francs pour vous faire opérer et hospitaliser d'une appendicite avec votre carte CMU? Promenez-vous dans tous les hôpitaux sur tout le territoire national. Vous n'allez pas trouver un seul hôpital où vous avez la capacité de vous soigner avec 21 075 francs pour une appendicite. C'est impossible. Donc finalement, vous avez communiqué de façon, j'allais dire irrationnelle, ou bien j'allais dire non réelle sur un acte, et puis finalement vous vous êtes rendu compte que cet acte-là ne peut pas se faire dans la réalité. Donc quand c'est comme ça, vous êtes en communication, vous faites un double, vous faites un double autogol. Parce que d'abord, vous ne réalisez pas l'acte pour celui qui est parti en tant que malade, mais lui, il va décourager l'ensemble des personnes qui sont autour de lui, qui peuvent adhérer à la couverture maladie universelle. Donc, malheureusement, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a forcé certaines personnes. Si vous voyez un peu dans les concours, on avait obligé à un moment donné chacun à avoir une carte CMU avant de participer. Donc, on a forcé des gens. C'est parce que justement, on sait que c'est pas efficace qu'on a essayé de forcer les gens. Parce que quand quelque chose est efficace et que c'est bon, si avec mes 1000 francs CFA que je cotise, j'arrivais à me soigner, on n'a pas besoin de me forcer pour que je parte payer une carte CMU. À la réalité des choses, c'est parce que la carte CMU n'était pas encore fonctionnelle qu'on a été obligé de forcer des gens avec des concours et tout ça pour qu'ils puissent payer ces cartes-là. Donc, en la réalité, c'est un truc qui est progressif. Peut-être que une année va arriver où ça va être suffisamment fonctionnel, mais pour le moment, il y a trop d'imperfections. La carte, en réalité, la CMU n'est pas encore fonctionnelle de façon complète dans sa forme active. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Monsieur Apollos Dante, vice-président du FPI, du Front populaire ivoirien, en tant qu'homme politique, en tant que citoyen, comment est-ce que vous recevez le bilan partiel de notre état de santé, je vais dire de l'état de santé plutôt du système système ivoirien fait par le docteur Osman? Alors, avant tout, je voulais déjà féliciter le docteur Osman pour son brillant exposé. Il a donné vraiment des détails du technicien du domaine qu'il est. Et donc, votre question me permet de rebondir justement sur. C'est clair que le bilan qu'il a dressé de l'état de santé, de notre santé, pour comprendre la tautologie ici, c'est que c'est un bilan qui n'est pas du tout reluisant. Pas du tout reluisant parce que nous ne sommes pas très performants sur plusieurs des indicateurs clés. Et donc, cela pose un problème donc de gouvernance. Cela pose aussi un problème de disponibilité et de financement même pour soutenir réellement notre santé au vu de notre démographie très très galopante. Et donc nous sommes à peu près, bon pas à peu près, nous sommes clairement en déséquilibre. En déséquilibre parce que la population ivoirienne va vite, elle est un fort accroissement.
Parce que quand on parle des populations ivoiriennes, on parle de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, hein, on parle pas forcément et uniquement des Ivoiriens. C'est de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire qui forment la population ivoirienne. Parce que souvent on fait une petite confusion. Et donc on est obligé, l'État de Côte d'Ivoire est dans l'obligation d'assurer la santé de tout ce monde-là. Hein, on n'a pas que, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas que l'obligation d'assurer la santé de ceux qui sont nationaux ivoiriens. Non. C'est de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, notre pays est une terre vraiment hospitalière et donc qui accueille presque toute la sous-région. Et donc du coup, en fait, notre dos est large. C'est-à-dire que tous les problèmes de tous nos voisins et même au-delà, certains se déchargent de leurs problèmes et ça devient nous notre problème. Bon, il y a aussi évidemment la belle contribution de ces frères africains à l'économie ivoirienne. Mais en même temps, vous comprenez que ça augmente aussi fortement les charges et les responsabilités du gouvernement. Mais bien évidemment, même en prenant en compte tout cela, nous sommes très très loin d'être vraiment performants. Alors quand on prend par exemple les statistiques qu'il a données, où le traité d'Abuja nous impose 15% du budget, alors que pour le moment nous sommes qu'à peut-être 3, 4 ou 5%, avec la dette fiscale ou bien le nouveau budget. Bon, on voit clairement le gap, hein, on est à 10 pourcentage points en déficit, c'est énorme. C'est énorme et cela donc se traduit effectivement dans les faits. Bah, le fait que nos hôpitaux, c'est juste des bâtiments vides. Voilà, tout le monde le constate. C'est juste des bâtiments vides et il n'y a aucun soin de santé réel qui est vraiment, enfin, je veux dire, le standard des soins qui sont donnés est vraiment largement en dessous de ce qu'on aurait souhaité si les 15% de financement étaient disponibles pour la santé. Donc, il y a un problème d'abord de ressources. Notre pays, quoi qu'on dise, n'est pas un pays développé. Même si nous sommes un peu mieux lotis que certains pays dans la sous-région, mais n'empêche que nous sommes un pays largement sous-développé, malgré la fanfaronnade que font les tenants du pouvoir. Ils font croire que la Côte d'Ivoire est un pays super riche, est un pays super performant. Non, soyons vraiment modestes et soyons réalistes. Nous sommes encore un pays sous-développé. Ok. Alors, cela dit, je crois que le plus important, c'est de constater d'abord que ce pouvoir qui est là fait beaucoup dans les fausses statistiques. Il gonfle beaucoup les statistiques qu'il donne à l'extérieur pour donner une certaine embellie artificielle de leur gouvernance, de leur gestion. Mais la réalité, elle est vraiment tout autre. Et d'ailleurs, je crois que l'un de vos intervenants a pris un peu l'exemple de l'IDH qui, en quelques mois, a fait un bond de 10 places. Bon, on ne sait pas par quelle magie. Si ce n'est que, après, ils ont vu que il fallait mettre du vernis un peu sur les statistiques, envoyer au PNUD pour que, en réactualisant les calculs, subitement, la Côte d'Ivoire grimpe de 10 places. Bon, alors ça pose un problème réellement de sérieux je dis d'éthique. Alors, on ne gouverne pas dans le mensonge. Hein, on ne peut pas tromper sa propre population. Tu as beau faire des embellies statistiques pour te taper la poitrine par un bilan de béton, mais c'est pas du réel. C'est pas du réel et donc tu te trompes toi-même et tu trompes la population. Et c'est là qu'on a un sérieux problème avec ce pouvoir parce qu'ils sont vraiment dans une gouvernance de tromperie. Au point où aujourd'hui, on sait vraiment plus à quelle statistique se vouer quand on parle de la Côte d'Ivoire. Parce que tout est faux, ou tout a été manipulé, au point où, on s'y perd. Mais, pour revenir donc, peut-être à l'actualité, je sais pas si vous allez poser la question après, on peut pas alors, on fait un petit tour. Au deuxième tour de parole, ça sera sur l'actualité, justement. D'accord. Donc, je continue donc sur le bilan tel que présenté par mon jeune frère, Dr Osman. Et il a aussi donné d'autres exemples vraiment assez éloquents sur le fait que 65% de nos médecins sont concentrés dans le Grand Abidjan. Voilà. Ça, c'est un des problèmes qu'on a
dans notre, on va dire, dans l'infrastructure économique de notre pays. C'est-à-dire que presque tout est concentré dans Abidjan et aux alentours, donc dans Abidjan. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit rectifier, sinon on crée vraiment un pays dans le pays. Abidjan et aux alentours est un pays carrément dans la Côte d'Ivoire, et le reste se débrouille. Non, c'est pas comme ça qu'il faut continuer. C'est bien qu'on ait un pôle de développement qu'est Abidjan, mais il faut en créer plusieurs autres. Dans toutes les régions du pays, il faut développer ces régions-là pour qu'on ne soit pas vraiment un pays qui repose seulement sur une seule jambe. Et économiquement, c'est très risqué d'ailleurs qu'on ait vraiment une très forte concentration comme ça dans un seul espace géographique, parce que cela nous soumet à d'éventuels problèmes si jamais une catastrophe frappe, par exemple, cette région. Tout le pays serait à genoux. Donc, il faut diversifier. Et d'ailleurs, bon, ce n'est pas le lieu peut-être d'en parler, mais nous, au FPI, la décentralisation nous tient vraiment à cœur. Et c'est d'ailleurs sous le pouvoir FPI que les premiers éléments de la décentralisation ont été mis en place. Mais malheureusement, le pouvoir qui est venu n'a pas continué réellement dans ce sens, à dévoyer un peu cette décentralisation-là. Elle a été tellement politisée qu'aujourd'hui, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose réellement qui se passe. Pourtant, l'idée, c'est d'industrialiser la Côte d'Ivoire par région, et de telle sorte que même les démembrements des structures de l'État soit partagé un peu dans toutes les régions, de telle sorte qu'on crée aussi des pôles d'attraction dans ces régions-là, et le développement va suivre. Je donne comme ça un exemple au pif. Pour faire par exemple les permis de conduire, ou bien le bureau qui fait les permis de conduire n'a pas forcément besoin d'être à Abidjan. On peut le mettre à Korogo, de telle sorte que tout le monde, enfin ceux qui ont besoin physiquement de se déplacer, parce qu'à la longue, on n'aura même pas besoin de se déplacer. Tu peux faire tout électroniquement et puis on t'envoie ton permis par la poste, comme ça se fait dans les pays développés. Mais bon, si même on devait se déplacer, aller retirer son permis, ben on va à Korogo. Et du coup, ça crée quand même de l'activité autour de ça à Korogo. Et puis bon, c'est comme ça qu'on rend le pays dynamique. Il y a plus, c'est juste un exemple que j'ai pris parmi tant d'autres. Mais quand on y réfléchit bien, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut décentraliser. Et ça va créer donc de l'attractivité dans toutes les régions, de telle sorte qu'un médecin qu'on va envoyer à Ménignan, ben il y a déjà quand même un minimum d'infrastructures là-bas qui lui permettent effectivement de fonctionner d'abord en tant que médecin et en tant que au cadre quand même de l'administration, ou bien on va dire du système social du pays en tant que médecin. Et soit effectivement dans les conditions de vivre décemment, parce qu'il a fait les études pour ça. C'est pas des études simples, et donc il faudrait pas qu'on les jette dans un trou de rat quelque part, et puis bon, on lui dise oh non, c'est un sacerdoce, il faut aller. Non, personne ne travaille gratuitement bien pour juste faire plaisir à X ou Y. Il faut que ton travail puisse te permettre de vivre. C'est ça l'idéal, c'est ça, enfin je dis, c'est ça la finalité. Donc il faut mettre les gens dans les conditions qui puissent leur permettre effectivement de vivre décemment de leur travail. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et donc vous voyez que tout va ensemble. Il faudrait qu'il y ait déjà une vision de la nomenclature même du pays, comprendre réellement les différentes disparités et avoir de vraies solutions pour pouvoir pallier toutes ces disparités, pour que le développement soit une affaire, tout va ensemble. On peut pas développer seulement un secteur et puis oublier les autres. Non, ça crée forcément un déséquilibre qui nous rattrape d'une façon ou d'une autre quelque part. Et on y est là en plein, parce que les statistiques telles que développées montrent clairement que nous n'y sommes pas du tout. Alors, donc, c'est encore un élément d'échec de ce gouvernement qui a quand même passé 15 ans presque au pouvoir et qui a eu un budget, on va dire, cumulé de ces 15 ans-là, qui nage entre les 150 000 et les 200 000 milliards. C'est pas une petite somme. Imaginez, je dis pas 150 milliards, je dis 150 000 milliards. Entre 150 000 milliards et 200 000 milliards de budget qu'ils ont eu en 15 ans. Le résultat, il est quoi? Pas grand-chose. On nous montre des paquets de béton comme bilan, mais non. C'est pas, voyez-vous, dans un pays, c'est pas, tout est important, mais ce qui est encore plus important, c'est le développement humain. C'est l'aspect humain du développement. Et donc, il y a des droits fondamentaux
reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont vraiment tels que le droit à la santé, le droit à la vie, le droit à l'éducation, etc. Alors, sur ces axes-là, ce pouvoir qui est là, c'est un échec, mais grave. Grave. Pour le moment, on parle de la santé, mais quand on va arriver sur l'école aussi, mais c'est catastrophique même, on cherche un autre mot. La plupart d'entre nous, qui sommes vos aînés, nous, on a fait l'école publique en Côte d'Ivoire. À l'époque, mais on était vraiment, en tout cas, l'école publique était suffisamment outillée pour nous, les enfants des pauvres, pour pouvoir faire les études, mais tranquillement. Mais aujourd'hui, ah non, quand tu dis même tu vas dans un lycée public, les gens ont honte même de le dire, parce que tout le monde est au privé. Et au privé aussi, c'est du n'importe quoi. Les enseignants sont recrutés au rabais, on ne sait pas quel est leur niveau, mais on voit mais des niveaux de langage, mais on dit, mais on est en Côte d'Ivoire, mais on est dans quel pays? Donc, franchement, on est en train de régresser avec ce pouvoir-là, et c'est très grave. Alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment à cœur de développer ce pays, ou bien ils sont juste venus là pour se mettre plein les poches, et puis, bon, ben, ça ne leur dit rien. Ben, sinon, on ne peut pas être content de l'état actuel, du niveau de notre pays, que ce soit la santé, l'éducation et bien d'autres domaines. Mais pour ce soir, on va rester focalisé sur la santé. Et la santé, effectivement. Merci pour votre exposé, Monsieur Apollos Dante. J'aimerais rappeler que nous avons également le plaisir de recevoir Monsieur Naounou Daleba, géographe-chercheur, vice-président de ADCI, chargé de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et du pouvoir, activiste social. Bonsoir, Monsieur Naounou. On va vous appeler par votre nom de TikTok qui est Daily. Si vous Dalai. Dalai. Ok, merci. Heureux de retrouver mon cher ami docteur Osman. Je voudrais saluer l'aîné Apollos Dante. Je pense qu'il pourra, si je dis Samba David, il pourra savoir. J'étais l'adjoint de Samba David, vice-coordinateur de Samba David. Et donc, quand on parle de santé, ça me fait un tic parce que j'ai dû batailler durement pour sortir Samba en 2018 pour le faire soigner en Tunisie. Parce que ici c'était quand même la croix et la bannière pour que nous puissions trouver les soins adéquats pour quelqu'un qui souffrait d'insuffisance cardiaque qu'on a découvert quand nous sommes allés en 2018. Je pense que ce n'est pas un secret, donc que tous ceux qui sont là m'excusent de le dire. Pour revenir, je pense que nous sommes sur la question du bilan. Ils l'ont fait, mais moi je vais donner... Le témoignage de Monsieur Samba David, effectivement, est public et beaucoup d'entre nous l'avons consulté. Mais Monsieur Dalai, la question que nous avons pour vous, étant donné que vous avez une longue expérience en tant qu'entrepreneur social, et je pèse mes mots, ce qui veut dire que vous êtes en contact permanent avec toutes les couches de la société, notamment les couches les plus défavorisées. Compte tenu de ce constat, nous aimerions savoir qu'est-ce qui ressort lorsque vous êtes en contact avec ces populations-là. Qu'est-ce qui ressort le plus en termes de problèmes de santé, en termes de problèmes en face du système de santé notamment? Merci beaucoup. Je vais même donner un fait ce matin, aujourd'hui dimanche, je suis allé à la célébration on dit 40e jour pour les musulmans, d'une jeune dame qui est la nièce de madame, qui avait été transférée à Port-Bouët dans un état où elle nécessitait d'assistance respiratoire, mais pendant 4-5 jours, il n'en avait pas. J'ai dû appeler le CHU de Cocody parce que il y a 2 ans de cela, une jeune fille qui devait être opérée, je crois, d'une tumeur au cerveau. Et donc j'avais remué le CHU parce que le CHU qui avait été réhabilité, il n'y avait pas de salle qui était climatisée qui pouvait recevoir la fille pour l'opération. Et donc j'avais remué un peu le CHU et donc j'ai gardé des contacts et j'ai dû appeler le CHU
Mais malheureusement, il n'y avait pas de place. Donc, je suis en train, à travers ces faits, je suis en train d'énumérer les problèmes auxquels nous faisons face quand nous sommes sollicités pour accompagner les couches les plus vulnérables. Vous voyez, à Port-Boué, un hôpital général qui a été réhabilité, il n'y avait pas une salle qui pouvait permettre que la personne qui avait besoin d'assistance respiratoire puisse s'en sortir pendant 3 jours. Malheureusement, le dernier jour, le 4e jour, où j'ai dû appeler partout au centre d'infection tropicale à Trècheville, où j'ai une amie. Quand elle est rentrée, le même soir, la jeune fille est décédée. Vous voyez, quelqu'un disait, on peut avoir des bâtiments, on peut avoir on peut construire des murs, mais est-ce que des personnes ont accès aux services? Est-ce que des personnes ont accès aux actes médicaux? Voilà le premier problème. Le second problème, le personnel. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, tu arrives, par exemple, dans des hôpitaux où tu peux trouver seulement qu'un seul cardiologue. Ou même à la limite, tu ne le trouves pas pour 2 ou 3 semaines. Ou 1 mois à la limite, tu dois prendre un rendez-vous. Donc vous voyez, le personnel, il se fait rare. Est-ce parce que ils n'ont plus cet enthousiasme d'y travailler? Secondo, souvent le client et le patient arrive, le médecin est là, mais tellement c'est onéreux, ou même pour avoir l'ordonnance, pour avoir le minimum pour acheter l'ordonnance, est tel que le patient préfère rester à la maison et dit bon, je préfère utiliser comment on appelle, le médicament traditionnel. Donc, je viens de citer 3 problèmes à travers des faits. Je le dis parce que on se retrouve toujours devant ces éléments. Soit la personne, on arrive dans un hôpital où il n'y a pas de place. Généralement, il n'y a pas de place. Secondo, on peut trouver la place, mais le médecin qui doit intervenir dans un autre hôpital où il est en train de faire une autre intervention, donc manque de personnel. Et souvent de fois, les couches, elles sont tellement dans la précarité qu'elles ne peuvent même pas se permettre d'acheter ou de financer le plus petit acte médical. Donc voilà les problèmes auxquels on fait face, et chaque fois nous appelons à l'aide. Pour ceux qui savent, là nous sommes en train de mobiliser plus d'1 million et quelques pour aller faire une opération d'une jeune fille au centre d'Orient à Beaunois. Donc malheureusement, c'est à ça nous faisons face, parce que le social n'est pas développé. Souvent, on nous dit dans les mairies, dans les organismes décentralisés, on peut en trouver, mais malheureusement, souvent, il faut passer par des circuits, il faut avoir des contacts dans ces organismes-là pour que on puisse aider les personnes. Donc, on est là devant une réalité où les populations n'ont pas souvent accès aux services, ou même quand ils ont accès, c'est souvent difficile, ou ils n'ont pas de moyens pour faire face à ces actes. Voilà ce que je voudrais dire en tant que activiste social, souvent sollicité. Je pense que après, je vais pas me taguer. Après Hassan Hayek, je suis l'un des activistes qui est le plus sollicité, mais malheureusement, c'est difficile de faire face parce que les Ivoiriens sont fatigués de cotiser, alors qu'on nous célèbre la CEMU, où on nous célèbre une gouvernance solidaire qui souvent reste une gouvernance très 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 renfermée, une gouvernance, je voulais dire à la limite méchante. Merci beaucoup, Monsieur Dalai. Et au-delà d'activiste social, moi, je préfère la dénomination entrepreneur social, parce qu'un activiste peut être seulement un lanceur d'alerte, mais vous êtes au contact des populations, vous les prenez par les mains, vous mobilisez des ressources, vous les accompagnez. J'ai envie de dire même que vous faites le service après soignement. Donc, vous êtes un entrepreneur social qui mérite beaucoup ce nom. Mon ami Lion de Dieu, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, JP. D'accord. Donc, Lion, on va aller pour ta question au docteur Osman concernant l'actualité. D'accord. Merci, mon frère. Merci à toutes ces interventions, toutes aussi brillantes les unes après les autres, et à la qualité donc de nos différents panélistes, à tous ceux qui sont en bas. J'allais réitérer mes encouragements et donc les inviter toujours à tapoter massivement, parce que là, il va s'agir maintenant d'aborder le deuxième aspect de notre live.
Docteur, nous réjouissons de votre présence sur ce panel, et moi-même particulièrement, parce que vous avez toujours été très brillant dans vos différents exposés sur les différents plateaux, tout et tout. Nous vous connaissons en de telles qualités. Alors, j'allais vous demander en ce soir de nous éclairer sur une actualité qui, je vais dire, en ce jour, est pratiquement sur les lèvres de tous les Ivoiriens, que ce soit du citoyen lambda, du politicien, du pas politicien, du lanceur d'alerte, du pas lanceur d'alerte, des officiels, des non officiels, ou j'allais dire des officieux. Cette actualité est celle donc d'un accord préférentiel qui aurait été signé entre un hôpital américain basé à Paris, avec le corollaire donc des signatures avec une compagnie aérienne, pour que les officiels aient la possibilité d'aller se faire soigner à des coûts réduits dans cet hôpital américain de Paris. J'allais vous demander quelle est votre analyse en deux axes. L'analyse en tant que politicien, dans un premier temps, et l'analyse que vous faites de cette situation en tant que professionnel du secteur. Voici ma question, en deux axes, si possible. Merci, docteur. Allez-y. Merci beaucoup, Lion de Dieu. Bon, je vais renverser ta question de sorte que je vais commencer d'abord en tant que professionnel de santé et puis ensuite, je vais prendre l'aspect un peu politique de la chose, avec ta permission. Merci, docteur. Vous avez la permission. Voilà. Donc, en fait, il y a une loi en médecine qui dit que le patient est libre de choisir le professionnel, le lieu, ou quel que soit l'endroit où il se sent le plus à l'aise pour se soigner. C'est-à-dire que si vous, monsieur Lion de Dieu, si par exemple vous arrivez à Makori et que vous trouvez 5 médecins, il y a le médecin 1, médecin 2, médecin 3, vous vous sentez plus à l'aise avec le médecin 3, la loi vous donne l'autorisation de vous soigner dans le lieu où vous vous sentez le plus à l'aise et avec le médecin avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Donc médicalement, il est permis à tous les patients de se soigner où ils veulent, comme ils veulent. Je dis bien médicalement. Le problème se situe au niveau de celui qui offre le soin et quelle est sa qualité quand on sort du domaine médical et quand on rentre dans le domaine politique. Quelqu'un a préparé une nourriture, une femme a préparé, j'aime bien le symbole alimentation parce que ça permet à tout le monde, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours, donc ça permet à tout le monde de comprendre. Si vous avez un restaurant et que vous devez préparer une nourriture et que chaque jour vous mangez vous-même la nourriture d'un autre restaurant, c'est-à-dire que vous êtes le responsable de la préparation de la nourriture de votre restaurant. Vous préparez, chaque jour vous partez manger ailleurs. Celui qui vient manger votre nourriture se pose vraiment une question fondamentale, c'est de savoir pourquoi celui-même qui prépare ne mange pas sa propre nourriture. C'est une interrogation qui est tellement évidente. Depuis de nombreuses années en Côte d'Ivoire, on constate que beaucoup de nos dirigeants ne se soignent pas forcément dans le système de santé ivoirien. Dans certains cas, il s'agit de maladies dont le système de santé lui-même n'a pas la possibilité de guérir. Je prends un exemple simple. Si vous avez aujourd'hui une sorte d'épilepsie qui a besoin d'un traitement électrique directement sur les neurones, le système de santé ivoirien n'a pas la possibilité de faire ce traitement direct-là, parce que c'est un niveau de technologie qui est tellement avancé qu'aucun hôpital ivoirien n'a la possibilité de le faire. Si vous vous levez, que vous allez en France pour ça, on appelle ça en médecine la préservation de la vie. C'est-à-dire que votre objectif, c'est pas pour être à l'aise que vous allez en France, c'est simplement parce que vous avez besoin de préserver votre vie. Mais si par exemple, vous allez en France pour une maladie qui se soigne en Côte d'Ivoire, avec de nombreux spécialistes en Côte d'Ivoire qui exercent sur des Ivoiriens et qui soignent des Ivoiriens, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que vous quittez votre propre pays pour aller vous soigner à l'étranger? C'est une question qui est à la fois logique et rationnelle. Beaucoup de dirigeants ivoiriens ne se soignaient pas ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, ne se soignent pas jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'analyse que nous avons essayé d'abord de faire, c'était de savoir quelles pouvaient être les raisons.
je parle toujours en tant que médecin, en tant que médecin, quelles peuvent être les raisons qui poussent un patient, un qui est responsable du système de santé, qui est politicien, à aller se soigner à l'étranger? La première des choses, souvent, c'est la peur sur la confidentialité. La personne peut se dire, écoutez, je pense pas que le médecin qui va me soigner, il va pouvoir garder la confidentialité. C'est quelque chose qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas, qu'on ne peut pas soutenir avec des arguments, parce que de nombreuses autres personnes se soignent en Côte d'Ivoire et n'ont pas forcément de problème avec la confidentialité. Deuxième chose, la personne peut se dire, les médecins ivoiriens n'ont pas la compétence nécessaire pour pouvoir me soigner. Je n'ai pas confiance aux médecins ivoiriens. Toi qui es responsable d'établir un système de santé efficace pour le pays, si toi tu n'as pas confiance aux médecins ivoiriens, qui devrait avoir confiance aux médecins? Puisque c'est toi qui es responsable de la formation, des stages, de la probité des médecins. Si toi tu n'as pas confiance en tes propres médecins, qui doit avoir confiance en ces médecins-là? Et dernière chose, je peux me dire, les médecins ivoiriens sont compétents, ils ont la confidentialité, mais il n'y a pas de plateau technique nécessaire pour pouvoir me soigner. C'est-à-dire que je ne me sens pas à l'aise avec le plateau technique d'ici. Ça encore, c'est ta responsabilité à toi en tant que dirigeant. Tu ne peux pas dire, je suis en charge de l'organisation du système de santé, mais je n'ai pas mis suffisamment de plateau technique. Quand je suis malade, je vais me soigner à l'étranger. Maintenant, je prends la peau du politicien pour essayer de donner un avis concernant ça. Donc, déjà, le fait que ça a été annoncé, cette convention avec la compagnie Corsair, déjà le fait que ça a été annoncé avec une certaine fierté, ça déjà c'est une erreur politique extrêmement grave. Je ne sais pas qui a conseillé Madame la Présidente du Sénat pour venir s'arrêter devant les Ivoiriens avec fierté pour dire nous là, on ne se soigne pas en Côte d'Ivoire, on va se soigner à l'étranger. Je ne sais pas qui l'a conseillé vraiment, mais la personne n'a pas été inspirée. Serait-ce même j'allais dire une sorte de découverte qui avait été faite par les journalistes ou bien par le grand frère d'Aleba avec son équipe d'Assalé Timoko? Si c'était eux qui avaient fait la découverte, on allait dire, ah bon, vraiment c'était quelque chose de caché, ils ont voulu cacher et puis finalement les gens ont trouvé. Mais en réalité, c'est pas ça. Eux-mêmes se sont levés avec une fierté. Eux-mêmes se sont levés avec une grande fierté. Venir devant tout le peuple pour dire on est fier, on se soigne à l'étranger et on s'en fout. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Extrêmement grave. Et d'abord, je vais pas parler de la compagnie parce que c'est pas le sujet, hein, mais déjà le fait que ils voyagent à prix réduit, c'est-à-dire que eux ils ont la possibilité, eux qui ont des salaires qui sont largement plus élevés que l'ivoirien lambda, l'ivoirien moyen, eux qui ont la possibilité d'avoir des chauffeurs, d'avoir des privilèges qui sont donnés parce qu'ils occupent des fonctions élevées, ceux qui doivent avoir un certain niveau de vie élevé, qui doivent peut-être même serrer plus la ceinture que nous, c'est à ceux-là qu'on va trouver finalement une diminution sur les prix de Corsair. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, le sujet est sur la santé. L'hôpital américain de Paris va leur donner des privilèges en termes de santé. Déjà même privilèges en termes de santé, l'hôpital américain de Paris fait partie des hôpitaux les plus chers du monde. La consultation est autour de 2000 €. Comment vous pouvez comprendre qu'un hôpital aussi cher soit l'hôpital auquel on fait un partenariat? Les factures minimum sont entre 1000 et 3000 € par jour d'hospitalisation. L'hôpital américain de Paris, entre 1000 et 3000 € par jour. L'ivoirien, le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 75 000 francs. Donc l'ivoirien moyen là, il peut jamais avoir accès à un hôpital pareil. Donc finalement, on se retrouve avec ce que moi j'appelle une injure au peuple. C'est une injure au peuple. C'est une façon de dire on s'en fout complètement de vous. En fait, les mots que je vais utiliser sont durs, mais vraiment c'est à raison. C'est comme si c'est un gouvernement qui vous dit en fait, on prend votre argent, on fait ce qu'on veut avec, on se soigne où on veut avec des grosses sommes, et finalement on s'en fout de vous. Parce qu'on ne le cache même pas. On n'essaie même pas de dissimuler un peu l'information. Au-delà de ça, il faut quand même rappeler que ce que j'ai appelé la souveraineté médicale, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Les gens aujourd'hui, ils s'émeuvent
à cause de cette situation-là, mais c'est quelque chose que moi je décris depuis de nombreuses années en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner deux petits exemples qui sont vérifiables, hein. Il y a une maladie qu'on appelle la tétralogie de Fallot. Ceux qui sont médecins, qui sont sur ce panel, qui m'écoutent, j'ai vu des collègues médecins se connecter. Ceux qui sont médecins, qui sont sur le panel, qui m'écoutent, qui savent ce qu'on appelle la tétralogie de Fallot. C'est une maladie cardiaque, c'est une anomalie cardiaque que certains enfants naissent avec. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais opéré une tétralogie de Fallot par un médecin chirurgien ivoirien tout seul. Tétralogie de Fallot, chirurgie cardiaque ouverte. Tétralogie de Fallot, un médecin ivoirien seul n'a jamais opéré. Quand moi je rentrais à l'Institut de cardiologie au CHU de Trècheville pour faire, ma formation, je constatais que depuis des années et des années, il y avait des missions qui quittaient en Europe pour venir soigner des médecins, des malades en Côte d'Ivoire. Par exemple, il y avait le professeur Mohamed Ly, que j'ai rencontré, dont j'ai le contact aujourd'hui. J'arrive même parfois à lui envoyer des malades en Europe. Il vit en France, mais il est mauritanien, il est franco-mauritanien d'origine. Mais le monsieur, il vient aider les Ivoiriens à faire opérer des tétralogies de Fallot depuis de nombreuses années. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à être indépendant pour faire cette opération-là. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un soit en stage pendant 60 ans de sa vie? Comment quelqu'un peut être en stage dans sa vie pendant 60 ans? La tétralogie de Fallot, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des missions qui viennent chaque année pour venir opérer nos tétralogies de Fallot. Des chirurgiens qui quittent en France, en Belgique, je ne sais pas où. Il y a une mission qu'on appelle Cœur de l'espoir, qui vient opérer des tétralogies de Fallot en Côte d'Ivoire, ici avec le matériel français. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu avoir une souveraineté sanitaire sur cette maladie-là. Comment vous pouvez comprendre ça? Au-delà de ça, il y a la séparation de Siamois. Allez-y sur Internet, allez-y taper séparation de Siamois en Côte d'Ivoire. Récemment, vous avez vu le grand buzz que ça a créé. On a envoyé 2 chirurgiens, un Belge, un Français. Ils sont venus avec 2 petits sacs au dos. Moi-même, quand j'ai regardé l'image, je vous assure, mes larmes ont failli couler, tellement ça m'a fait mal. 2 chirurgiens sont quittés en France avec 2 petits sacs au dos. Ils sont venus faire une opération de séparation de Siamois à l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Depuis combien la Côte d'Ivoire est indépendante en 1960 jusqu'à aujourd'hui, la première séparation de Siamois qui a été faite en 2020 a été un échec. Finalement, on envoie des Français encore jusqu'à aujourd'hui pour faire une simple séparation des Siamois. Et puis, on montre ça pratiquement à la RTI. Je pense que c'est NCI même qui a montré, ou RTI, je sais plus. En tout cas, une chaîne privée ou une chaîne ivoirienne qui est fière de montrer 2 Français qui sont quittés là-bas pour venir former une équipe de 18 Ivoiriens. Ça fait combien d'années que vous êtes indépendant? Vous n'arrivez pas vous-même à faire une telle opération. Vous êtes obligé de prendre 2 petits Français qui vont venir avec des sacs. Quand moi je regarde les Français, je ne sais même pas si je ne suis pas plus âgé qu'eux. Je ne sais même pas si moi je ne suis pas plus âgé que ces gens-là. Vous voyez, les gens n'ont pas honte en fait. Moi en tant que médecin, je vous assure, ça me fait honte. Ça me fait honte que notre République, notre ministère n'a pas la volonté de la souveraineté sanitaire. On n'a pas la volonté de la souveraineté sanitaire. On ne veut pas que on soit suffisamment, j'allais dire, intelligent, formé, soit indépendant pour qu'on fasse en sorte que nos médecins soient tellement de bonne qualité qu'on n'ait pas besoin d'aller se soigner à l'étranger. Qu'on n'ait pas besoin aussi d'importer des étrangers en Côte d'Ivoire pour soigner des Ivoiriens. Et là, je vous assure, c'est ce que j'ai appelé dans mon texte le patriotisme médical ou bien la souveraineté sanitaire. On a besoin à un moment donné de faire confiance à nos médecins, dans les concours là, les médecins ivoiriens sont souvent premiers. Regardez au CAMES. Nous et le Sénégal, nous sommes toujours en coude à coude. Moi, j'ai participé à des compétitions OUC, Olympiade universitaire du Cameroun, où on a été major, parce que les médecins ivoiriens ont une certaine compétence. Le problème se situe d'abord au niveau de la formation continue et au-delà de ça, au niveau de la confiance qu'on nous accorde. Notre gouvernement ne nous fait pas confiance. Notre gouvernement ne nous fait pas confiance. Et même, il y a des médecins ivoiriens qui sont allés se faire former. Docteur Bobé, il allait se faire former sur la chirurgie cardiaque en France. Il est revenu jusqu'à aujourd'hui. On ne lui a jamais donné une tétralogie de Fallot parce qu'on ne lui fait pas confiance. Les chirurgiens cardiaques sont là. On ne leur fait pas confiance. On préfère aller prendre des Français dont on est sûr on vient opérer, ils font des missions qui sont rémunérées et puis on ne sait même pas si les gens ne se partagent pas l'argent sur ça.
Alors, chers amis, moi, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai eu mal encore quand j'ai entendu, vraiment, j'ai vu le reportage ce matin, j'ai eu tellement mal de voir que les gens qui crient partout, on a des hôpitaux modernes, on a des hôpitaux super équipés, on cite le nombre de CHU, le nombre d'hôpitaux généraux qu'on a construits. On nous dit avec une certaine arrogance que le système de santé aujourd'hui est très, très développé. Pourtant, quand vous rentrez dans les détails, vous vous rendez compte que ce n'est que de la peinture. J'en ai parlé sur la chaîne PDCI TV. Regardez, nous qui vivons dans les hôpitaux, qui mangeons dans les hôpitaux, qui dormons dans les hôpitaux, nous savons l'état de santé de l'hôpital lui-même. L'hôpital lui-même est dans le coma. Comment les malades qui vont venir ne seront pas dans le coma? L'hôpital lui-même là, il est dans le coma. Donc c'est important que les gens le sachent. C'est très important. C'est un gouvernement qui n'a pas fait la part belle à la santé. Aujourd'hui, là, les médecins spécialistes sont largement insuffisants. Un cardiologue pour 100 000 habitants, selon les chiffres de l'Ordre national des médecins. Est-ce qu'on est content qu'on ait un cardiologue pour... Aujourd'hui, un réanimateur pour près de 500 000 habitants, selon les chiffres de l'Ordre national des médecins. Comment vous allez trouver la réanimation là? Tout le monde a droit à de la réanimation avant de mourir. Quand quelqu'un doit mourir là, il faut qu'on le réanime d'abord. Si vous n'avez pas formé suffisamment de spécialistes, ceux qui sont là, vous refusez de les payer. Vous refusez de les considérer normalement. Les médecins sont énormément maltraités en Côte d'Ivoire. Énormément maltraités. Je vous ai parlé tout à l'heure des primes que les médecins réclament depuis des années. On les a bâillonnés. Les syndicats même ont été complètement bâillonnés. Donc vraiment, je ne vais pas m'étaler encore plus sur ça, mais le système de santé vraiment n'a pas pour priorité de faire en sorte que nos dirigeants se soignent ici. À chaque fois qu'ils auront mal, ils vont aller se faire soigner en France. Moi, je dis, quand vous savez ce que vous avez préparé comme sauce pour la famille, vous êtes très très amené à aller manger dehors. Quand vous-même, vous savez que vous avez mis un peu de poison dans la nourriture, là, jamais vous allez la prendre pour la mettre dans votre bouche. Le gouvernement ivoirien sait ce qu'il a servi comme système de santé à son peuple. Donc, il sait très bien qu'il ne veut pas se soigner ici. Voilà. Je ne vais pas rentrer encore sur plus de détails. J'aurais voulu parler de la Banque mondiale des données de 2023-2024. Mais effectivement, il faut qu'on soit sûr que ce système de santé-là, ils savent très bien. Tout à l'heure, le grand frère Apollos, vraiment grand frère Apollos, je vais faire une petite parenthèse pour te remercier. Parce que je trouve que tu es, je me permets de te tutoyer, tu es vraiment l'une des grandes têtes pensantes de notre pays actuellement. Quand j'ai lu votre rapport, j'ai lu ton rapport sur la CEI, tel que ça a été fait avec le logiciel et tout ça, vraiment, j'ai même vraiment l'envie de continuer à travailler avec vous, quoi, parce que en toute sincérité, c'est excellentissime. C'est excellentissime. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Et moi, je suis sûr que le jour où ce pouvoir va quitter en place, de la même façon qu'au Sénégal, on s'est rendu compte que beaucoup de chiffres sur la dette, sur les trucs qui ont été maquillés, ce gouvernement-là, il y a beaucoup de maquillage, comme il a dit. Et lui, il est spécialiste des chiffres, hein. Il est spécialiste en économie, il est spécialiste des chiffres. Donc, quand il le dit, c'est parce que c'est basé vraiment sur une réalité. Moi, j'ai participé à Grand Bassam, on a fait un colloque où on devait déterminer le nombre de médecins en Côte d'Ivoire. Mais l'OMS dit quelque part que quand un médecin travaille à la moitié de son temps, on doit le considérer comme 0,5. C'est-à-dire qu'on doit le compter dans le rapport comme 0,5. Mais à la fin, je me rappelle très bien que l'un des responsables de la direction des informations disait que bon, si on fait comme ça va diminuer un peu les chiffres, c'est pas bon, il faut qu'on laisse comme ça. Et puis finalement, il y a des petits biais méthodologiques qu'on met en place juste pour que ça puisse donner un chiffre qui soit acceptable. Donc, ce qu'il dit là, moi, je suis très, très conscient de cela. Les différents chiffres, on a parlé de 62 ans maintenant, espérance de vie. Nous tous, on sait ce qui se passe dans les calculs de chiffres. On sait comment ils font les chiffres. On sait comment ils font. Donc, comme on n'a pas de preuves formelles pour dire que tous les chiffres sont faux, mais on a beaucoup de possibilités de soupçons par rapport aux différents chiffres. On sait très bien qu'il y a une grande possibilité que ces chiffres-là soient des chiffres qui ont été maquillés et qui ne reflètent pas la réalité. Je ne vais pas aller encore plus loin que ça. Merci beaucoup en tout cas de ce sujet et puis j'attendrai la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Osman. On a envie de dire que ça même, ce n'est même pas du maquillage. C'est du BBL. Ils sont en train de faire avec les chiffres.
Donc, on a Amisha qui est là. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance. On a Dr Ousmane qui est un praticien de santé. On a Monsieur Apollos Dante qui est un haut cadre d'entreprise. Et on a Monsieur Dalai qui est un entrepreneur social. Donc, les différentes questions pourront être abordées sur 3 angles différents. Amisha, avant de te passer la parole pour que tu puisses poser ta question, moi, personnellement, j'ai une question pour Monsieur Apollos Dante en tant que haut dirigeant d'entreprise. Monsieur Apollos Dante, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une entorse faite à la possibilité d'avoir des champions nationaux dans le domaine de la santé, car il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont privés aujourd'hui, mais aussi dans le domaine aéronautique, parce que la Côte d'Ivoire a une compagnie aérienne du nom de Air Ivoire. Donc, il aurait été beaucoup plus simple pour pouvoir encourager la politique. Air Côte d'Ivoire, pardon. Air Côte d'Ivoire, merci. Air Côte d'Ivoire. Il aurait été beaucoup plus simple de pouvoir encourager à travers un tel contrat une entreprise ivoirienne et locale qui est Air Côte d'Ivoire, mais aussi investir dans les hôpitaux, même privés, qui sont déjà implantés en Côte d'Ivoire et qui ont une avance sur les établissements publics, afin de pouvoir avoir le même contrat ou les mêmes avantages qu'on a pu établir avec l'hôpital américain. Amisha peut poser sa question, comme ça, ça permettra de pouvoir aller un peu plus vite. Amisha, je ne sais pas si tu es là. Bon, visiblement, il n'est pas là. Monsieur Apollos Dante. D'accord. Monsieur Apollos, 1 minute s'il vous plaît, 1 minute, désolé. Je veux inviter encore les 234 personnes là, allons-y à 500K, nous sommes à 180, c'est pas bon. Et là, ça ne nous permet pas de parer aux attaques, aux éventuelles attaques. Vous avez vu que le live a été coupé tout à l'heure. Donc, tapotez, allons-y à 500K, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez-y, cher frère Apollos. D'accord, merci. Alors, c'est une très bonne question que pose le jeune frère. Oui, avant de continuer, je voudrais dire au Dr Ousmane et à vous tous, non, on peut se tutoyer. C'est que il n'y a vraiment pas de problème en cela. Moi, je suis un grand frère cool, voilà, comme on le dit, hein, il n'y a même pas de souci. Bon, pour plus de précision, je suis actuel de formation. Donc, ouais, je suis en fonction, bon, à Londres principalement, mais on va dire entre Londres, Zurich en Suisse, et aussi un peu tourné partout, depuis plus de 25 ans que je suis donc dans l'actuariat, dans la haute finance internationale basée à Londres ici. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on voit, et beaucoup de choses qu'on sait, et malheureusement, ceux qui sont là au pouvoir donnent l'impression que la Côte d'Ivoire vient de naître. Mais non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est là depuis longtemps, qui a des fondamentaux très solides. Et d'ailleurs, ils sont venus en train de démanteler ces fondamentaux-là. Et donc, nous opposons à cela une résistance intellectuelle, on va dire. Parce que, quoi qu'il en soit, la force brutale et brute, qui est l'apanage donc du RDR d'alors et du RHDP maintenant, ne peut pas et ne peut jamais vaincre l'intelligence. Alors, le problème que pose donc cette convention renouvelée entre 5 institutions étatiques de notre pays et Corsair, par ricochet, l'hôpital américain, ça pose beaucoup de problèmes. Tout est faux, quoi, là-dedans. Je dis faux dans le sens de c'est pas bien, voilà. Sinon, c'est une réalité. Ils ont vraiment signé ça. C'est une réalité. Ils ont vraiment signé ça. C'est une réalité. Ils ont vraiment signé ça. Famille, tapotez le live. Vous voyez bien que ce live-là dérange. Voilà, ça dérange le pouvoir en place. Ça dérange toutes ces personnes qui, au parti au pouvoir, soutiennent ce gouvernement-là qui met
qui se fout de la santé des Ivoiriens. Tapotez le live, s'il vous plaît. Le live n'arrête pas d'être signalé. On a vraiment besoin de protéger le live. Donc, c'est tous ensemble. S'il vous plaît, tapotons le live. Tapotons le live. Bon, je crois qu'on avait été coupé, hein, mais je suis là. Si vous voulez que je reprenne, vous me dites. Sinon, pour le moment, voilà, je vous laisse gérer. Mais si c'est OK, vous me faites signe pour que je continue ma prise de parole. Merci. Oui, doyen, il n'y a pas de souci. Je pense que vous pouviez continuer. Oui, monsieur Apollos. D'accord. Ouais, Ok, donc, avant que vous ne continuiez, moi, j'aimerais que nos auditeurs soient conscients d'une réalité. Et ça, on me l'a dit. C'est que depuis que le président Tidiane Thiam est passé sur notre live, il y a vraiment des laboratoires. Je dis pas des personnes, hein, mais vraiment des laboratoires avec des informaticiens qui se concentrent sur des lives comme le nôtre et qui les attaquent fortement. Donc, c'est à vous aussi de pouvoir, à travers les cadeaux, à travers les tapotages, de pouvoir faire vivre le live. Monsieur Apollos, allez-y, excusez-moi. D'accord. OK, on va donc aller un peu plus rapidement. Voilà, donc je disais que cette convention-là, c'est quand même quelque chose qui pose beaucoup de problèmes. D'abord, un problème d'éthique, parce que vous ne pouvez pas 5 institutions de la République ne peuvent pas aller comme ça s'offrir des privilèges, mais vraiment énormes, alors que la population fait face à d'énormes difficultés, n'arrive pas à se soigner, le coût de la vie qui ne fait que grimper, et donc le fossé entre vraiment ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont rien du tout est déjà largement grand. Et cette convention vient l'élargir encore. Donc, c'est vraiment pas du tout bien. Et ces institutions de gouvernement, enfin de l'État, qui ont signé cette convention, qui l'ont renouvelée, devraient quand même avoir honte et devraient s'expliquer aussi devant le peuple. Mais le problème aussi de fond, c'est que cette population-là, et donc l'autre problème, c'est le mépris. Et le mépris donc vient du fait que la population elle-même par moment aussi se comporte comme si elle acceptait vraiment son triste sort. Parce que figurez-vous, ces gouvernants là qui font ça, ben demain ils vont aller à une élection et les mêmes populations vont les élire. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que en principe, il devait y avoir une sanction donc démocratique dans les urnes contre de telles pratiques, contre un gouvernement ou bien un État dont les institutions se comportent de cette manière. Mais compte tenu du fort tribalisme, clanisme, j'en passe, bon, les gens, ils sont garantis d'avoir un électorat totalement acquis à leur cause, même quand ils gouvernent mal. Et c'est là qui est triste, parce que ça force un peu le jeu démocratique, parce que la démocratie, à mon sens, nécessite une compréhension réelle des enjeux et que chacun puisse effectivement défendre son intérêt. Mais quand la population défend des intérêts des autres, des gouvernements, des gouvernants qui agissent contre eux, les intérêts, eux, les individus, ben on s'y perd en fait. Et donc, un problème aussi de malgouvernance, évidemment. Et donc, la question que vous avez posée, c'est que ça ne favorise pas les entreprises ivoiriennes, et c'est clair. Air Côte d'Ivoire va lancer bientôt, à partir de juin, je crois, ou juillet, ses lignes long courrier sur Paris et d'autres villes en Europe. Alors, comment se fait-il que, sans attendre ce lancement, les institutions du pays signent déjà pour faire leur voyage officiel avec une compagnie étrangère? Ça n'a vraiment pas de sens. Je pense que c'est déjà allé à compte courant même, je crois bien qu'il y avait un décret du gouvernement ou bien du chef de l'État qui disait que tous les officiels ivoiriens
devrait voyager avec Air Côte d'Ivoire, sauf si Air Côte d'Ivoire ne dessert pas les destinations. Donc vous voyez un État qui n'est même pas conscient d'abord des propres décrets qui existent, qui les viole, parce qu'on pourra dire que clairement, ce renouvellement de cette convention-là, c'est vrai que Côte d'Ivoire n'a pas encore commencé à aller sur Paris, mais déjà, il fallait pas renouveler une convention qui va sur 2 à 3 ans. Alors que le mois prochain, dans 2 mois, on aura une autre compagnie nationale qui va desservir Paris. Hein? Encore que si la convention incluait cela dedans, pour dire bon, parce que peut-être, je connais pas encore la fréquence des vols de Côte d'Ivoire quand ça va commencer sur Paris. Si on me dit que non, c'est pas tous les jours, etc. Donc il y a peut-être un gap. On peut dire que alors en ce moment-là, quand il n'y a pas de vol Air Côte d'Ivoire, nos illustres hommes de ces institutions et leurs familles et copines, etc., peuvent prendre conseil. Bon, bref, vous comprenez que déjà ça viole même les décrets qui existent, ça viole même l'éthique, c'est la malgouvernance et c'est le mépris pour le peuple. À la rigueur, tout cet argent-là, parce que l'hôpital américain, comme bon, pour ne pas répéter, c'est l'un des hôpitaux les plus chers de France. Ceux même qui sont en France ne s'y soignent pas. C'est même pas le Français lambda même n'a pas accès à cet hôpital. Et là, nous maintenant, un pays pauvre, on vient avec nos familles, copines, je sais pas quoi, personnel, pour aller se soigner là-bas. Et on parle de tarifs préférentiels. Quels que soient les tarifs préférentiels de l'hôpital américain de Paris, il est cher. Donc, c'est du gaspillage. C'est vrai que la santé n'a pas de prix, mais s'ils prennent cet argent-là de leur propre poche, ben écoute, là, tu te soignes là où tu peux, comme le docteur Ousmane l'a si bien expliqué. Mais clairement, on sait comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Ils vont facturer tous ces voyages-là et tous ces frais médicaux aux institutions auxquelles ils appartiennent. Et c'est ça qui est vraiment frustrant et c'est ça qui est une insulte au peuple de Côte d'Ivoire et à tous les entrepreneurs ivoiriens dont les domaines sont impactés. Donc, Côte d'Ivoire, par exemple. À la rigueur, si on me disait que oui, ces institutions, mais l'État de Côte d'Ivoire même passe un partenariat avec l'hôpital américain de Paris pour qu'ils ouvrent une antenne à Abidjan, qu'on pourrait appeler l'hôpital américain d'Abidjan. Je peux comprendre ça. Parce que ça va donc augmenter le plateau technique médical disponible en Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas une entreprise totalement ivoirienne. Encore que dans un tel partenariat, l'État de Côte d'Ivoire peut être actionnaire dans la création de cet hôpital américain en Côte d'Ivoire, mais ça va bénéficier d'une façon ou d'une autre aux Ivoiriens, parce que le plateau technique sera accru, parce que on a entendu le docteur Ousmane dire tout à l'heure, il y a des spécialités qu'on n'a pas chez nous, ou bien il y a des outils techniques qu'on n'a pas chez nous. Donc, un tel partenariat pour faire un hôpital en Côte d'Ivoire, même s'il est privé, dans lequel l'État a une participation, ou bien même des privés ivoiriens ont des participations, c'est mieux que d'aller se déplacer, famille, enfants, cousins, cousines, copines, à Paris pour se soigner et payer des factures faramineuses qui vont revenir au budget de ces institutions. Bref, en un mot commençant, franchement, ce pouvoir-là démontre qu'ils sont totalement déconnectés des réalités et ils n'ont pas réellement à cœur le vrai développement de la Côte d'Ivoire. Et donc, je crois que, voilà, la sentence elle est assez évidente. Non, alors, donc, je vous remercie vraiment. Dit, en fait, ça a rien à, en fait, ce que tu entends dire là n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Annie a mis un commentaire, même Kikawe, ils n'en parlent pas. Moi, j'ai dit à quoi ça nous sert de parler de Kikawe. Célio. Maintenant, après, bon, vous me parlez de autre chose. Moi, j'ai ton micro est ouvert, Célio. Je viens juste d'arriver, au fait. Célio, ton micro est ouvert. Non, en fait, Teradi, c'est ce que je t'ai dit. Non, mais moi, je parle pas de ça. Allô? Si tu vas... Célio, ton micro. Je dirais leurs militants, et puis je dirais leurs militants de telle sorte qu'ils puissent être à l'aise dans eux-mêmes leur propre peau, au lieu d'être à l'aise en tant que population dans tout ce qui est en train d'évoluer en Côte d'Ivoire. Bon, ouais, la question, elle est, je pense qu'elle est un peu complexe, mais
je l'ai dit un peu tout à l'heure, hein, nous avons affaire à un type de militantisme vraiment suiviste, aveugle, qui fait que il n'y a pas d'esprit critique. Les gens je dis certaines populations ne défendent plus leur propre intérêt. Ce qui devait être, je veux dire, l'intérêt individuel, ce qui devait être les fondements donc du choix politique à travers la démocratie. Ça veut dire que chacun, avec son bulletin de vote, défend son intérêt. Donc c'est l'ensemble, donc la somme des intérêts des individus, donc la majorité, et donc c'est vers ça la démocratie devra pencher. Donc vous voyez un peu dans ce mécanisme-là, si l'individu lui-même ne défend plus ce qui est bon pour l'individu lui-même ne défend plus ce qui est bon pour dans quoi on est, parce que en principe, des gens qui dont la santé n'est pas la priorité donc des gouvernants, mais qui applaudissent, des gouvernants qui viennent avec mépris fêté que oui, eux, leur famille et copines et tutti quanti iront se soigner à l'hôpital américain et ils applaudissent. Bon, donc finalement, tu te demandes, mais est-ce qu'ils sont normaux? Parce que franchement, ça défie toute logique. Mais bref, donc pour répondre tout simplement à ta question, jeune frère, oui, c'est... Le formatage, il a été déjà fait depuis longtemps, parce que les gens réagissent plutôt de façon totalement irrationnelle, hein, et c'est ce qui complique la politique en Afrique. Ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire qu'on observe cela, c'est ce qui complique la politique en Afrique, parce que on peut vraiment pas prévoir, ou bien, si vous voulez, les bilans politiques, pardon, les bilans économiques, sociaux, etc. C'est pas ça que les gens regardent, hein. C'est pas ça que les gens regardent. Les gens, c'est l'ethnicisme, le clanisme, on a la même religion, on a on vient de la même sphère géographique. Voilà des critères, mais totalement bizarres, qui fondent les décisions politiques des électeurs dans beaucoup de cas en Afrique. Et certains partis, comme par exemple le RHDP, excellent vraiment dans cela. Et aujourd'hui, c'est très gênant de voir que la quasi-totalité de tous ceux qui soutiennent vraiment ce parti, ben ouais, c'est des frères qui ont une certaine d'une certaine religion, d'une certaine religion, d'une certaine ceci, cela. Du coup, on n'est plus vraiment, on agit plus comme des êtres rationnels politiques. Hein, nous sommes vraiment comme lobotomisés des robots et qu'on leur fasse du bien ou du tort, ben ils applaudissent. Donc c'est dommage, mais oui, c'est une triste réalité. Merci, monsieur Apollos Dante. Sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à Léon. Mais avant, par rapport à ce que le docteur Osman a eu à dire, il y a une réflexion qui m'est venue en tête. C'était de savoir, est-ce que les hauts dirigeants de la Sotra, ils prennent le bus? C'était de savoir aussi, en Europe, monsieur Apollos doit le savoir, il y a ce qu'on appelle Ikea. Et il y a une blague qui est commune, c'est que le dirigeant de Ikea, quand on va chez lui, les meubles ne sont pas Ikea. Et ça montre, à chaque fois qu'on fait ce type de blague, c'est pour dire que le service est tellement pas de qualité que ceux qui le proposent ne consomment même pas leur propre service proposé. Monsieur Léandre, je ne sais pas si vous êtes là, on va vous inviter à ouvrir votre micro. Bonsoir, je suis là. Bonsoir, monsieur Léandre. Alors, nous avons le plaisir d'avoir 3 grandes personnalités, chacun dans son domaine de compétences, un praticien de la santé, un cadre d'entreprise et un entrepreneur social. Donc, on aimerait bien recevoir votre question afin que l'un d'entre eux puisse se prononcer. D'accord, merci beaucoup. Salutations à tout le monde. Bonjour, moi c'est Léon Legris. Je suis un jeune vivant en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien.
Et j'aimerais réagir vraiment sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me peine. Vu qu'il n'y a même pas longtemps, le mercredi dernier, j'étais avec une cliente, une dame que j'ai transportée de Yopougon jusqu'à Treichville, qui partait au CHU de Treichville. Et on demandait la somme de 2,5 millions pour admettre son père à la PISAM, pour faire des opérations. Je ne savais pas de quelle opération il s'agissait, mais 2,5 millions. Et avec l'intermédiaire d'un de ses oncles, ils ont pu négocier pour arriver à 1,5 million. La femme était dans tous ses états, elle appelait sa mère, elle appelait ses frères, ses cousines, pour essayer de réunir cet argent-là. Et elle a même éclaté en sanglots dans le véhicule, elle a commencé à pleurer et tout. Voilà, pour vous montrer à tel point la situation sanitaire de certaines personnes est vraiment dans un état très lugubre. Moi, je ne vais pas attaquer ce qui s'est fait le mercredi. Voilà, c'était prévisible. Et cette convention-là, elle a même été renouvelée. Parce que c'est une convention qui date depuis 3 ans. Donc, c'est-à-dire, cette convention a été renouvelée. Moi, le problème, les vrais coupables que moi, je veux désigner ici, je pense que c'est nous, la population. Parce qu'il y a un manque cruel d'absence politique, de conscience politique. Ce pays-là, en fait, on a un gros problème de paradigme. Comment on peut faire ce genre de truc et il n'y a aucune désapprobation populaire? Est-ce qu'on est dans un asservissement mental qui nous empêche de dénoncer collectivement? Donc cela va ouvrir la porte à toutes sortes d'abus de gouvernance. C'est pas aujourd'hui l'abus de gouvernance a commencé, ça a commencé depuis belle lurette. Est-ce que vous savez combien la Côte d'Ivoire dépense par an pour aller soigner ces officiels-là en Europe? Depuis 2020, je pense que c'était un coût de 3-4 milliards, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. C'était des milliards de francs CFA qu'ils utilisaient. Donc ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'a aucun moyen de révolte. Il n'y a aucun poids politique parmi les partis d'opposition. Il y a franchement aucune grosse voix. C'est vrai, il y a les piliers qui sont là. Mais je pense qu'au lieu de s'attarder sur des problèmes de nationalité, etc., de personnes, voilà des problèmes de fond qu'on peut attaquer. On n'a pas de société civile. La pauvre dame, comment elle s'appelle, Plichéric Balé, elle se bat, elle est seule. Nous, les jeunes, on est absents. Les chefs traditionnels, tout le monde se tait. On dirait qu'il n'y a pas de sage dans le pays. Dans ce pays-là, je pense qu'il n'y a aucun sage. Les chefs religieux, chacun fait son business. Donc, finalement, quel est le recours qu'on a? Aller à une élection, l'élection même encore, je trouve que c'est biaisé. Vu qu'il y a des candidats qu'on ne veut pas mettre, il y a une liste électorale qui est truffiée de mensonges. Donc, je ne sais pas quel recours, peut-être, c'est ma question aujourd'hui, là, quel recours on a aujourd'hui? Est-ce qu'on va sortir? Est-ce que c'est pour parler simplement et puis au prochain buzz, on va laisser tomber, on va passer à autre chose? Ou on mènera des actions concrètes pour pouvoir dénoncer ces abus de gouvernance? Parce que ça, c'est clairement de l'abus de gouvernance. C'est même pas c'est de l'abus de gouvernance, là. C'est ça qui est là. Il n'y a pas d'autre qualificatif. Il n'y a pas d'autre qualificatif. Vous faites des hôpitaux et vous dites, c'est en ce sens-là, je termine par là, que un monsieur comme Mamadou Koulibaly, dans son programme de société, m'avait très plu, en disant que si lui, il est président, personne ne se soigne à l'extérieur, tout le monde se soigne ici. Que tu sois chef de société, quoi, dès que tu es membre étatique dès que tu es gouvernant d'une institut public, tu as obligation de te soigner ici, toi et ta famille. Vous allez voir, le CHU de Treichville sera au top. Tous les CHU seront au top. Si Kandia Camara, elle-même, est en train de parler là, si elle va se soigner au CHU de Cocody, là, vous allez voir, le plateau technique sera au top. Mais aujourd'hui, là, c'est pas ce qu'on constate. Donc, quels sont les recours que nous avons, à part l'élection aujourd'hui, pour faire pression, pour dire que nous ne sommes pas d'accord? Parce que dans les autres pays, je ne pense pas que ça se passe comme ça. On voyage, on voit ce qui se passe ailleurs, au Ghana, même à côté de nous. Aujourd'hui, au Burkina, je ne pense pas qu'ils dépensent des milliards pour aller se soigner. À plus forte raison, faire un partenariat pour diminuer des prix, alors que vous êtes milliardaire.
Ça dit payer un billet d'avion même de 2-3 millions, ça va rien leur enlever, mais ils négocient encore. Franchement, c'est vraiment triste. Et vraiment, c'est quel est notre recours, nous, jeunesse, aujourd'hui? Est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on va à l'élection? Est-ce que c'est quoi? On fait quoi? Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. J'aimerais savoir, est-ce que M. Dalai ou M. Dr Ousmane serait disponible pour réagir à la préoccupation de M. Léandre? Merci. Moi, je suis peut-être bien placé pour répondre parce que nous avons essayé plusieurs initiatives. Ça va? Oui, on vous entend très bien. Allez. Oui, parce qu'on a eu plusieurs initiatives. Vous savez, je ne sais pas si c'est un traumatisme général de la population ou si c'est, comme on l'a dit, hein, est-ce que la population ivoirienne est terrorisée depuis 2011? Parce que, vous voyez, les gens pouvaient ils le faisaient, ils étaient cachés, ils le faisaient. Un matin, ils se sont dit, il faut se lever pour dire aux Ivoiriens, nous utilisons l'argent public parce que ce sont des institutions publiques et que maintenant nous avons négocié, pas pour nous seulement qui avons des responsabilités, mais pour nos proches, pour nos travailleurs, pour tout le monde, pour qu'on puisse monter dans les avions et aller nous soigner. Parce qu'ils savent qu'en face, il n'y aura pas de répondant. Vous voyez, il y a 4 ans, quand il y avait cette cherté de la vie, nous avons tenté de mobiliser les Ivoiriens. Vous voyez, ce sont les mêmes Ivoiriens qui ont dit on était 100 quand la police, alors que nous avions cette possibilité de monter dans le véhicule du directeur de la police, d'aller discuter avec les autorités. Et même le premier ministre d'alors, Patrick Hachi, était venu quelque part pour nous croiser pour que nous soyons à la marche. Mais nous avons tenu et nous étions 100. À marcher contre la cherté de la vie. Certains sont actuellement en prison. Pour ceux qui ont tenté l'année dernière, sont encore en prison. Pour dire que l'Ivoirien, on a l'impression que nous ne comprenons pas encore les enjeux. Nous ne comprenons pas encore les enjeux. Il y a aussi cette classe, cette nouvelle classe. Vous voyez, ces jeunes Ivoiriens qui travaillent, je ne vais pas citer les entreprises, les médias de télécommunication. Beaucoup de jeunes Ivoiriens se disent, ils ont le minimum, ils s'en foutent. Il peut dénoncer et après, il passe à autre chose. S'il peut scolariser son enfant, s'il peut se permettre de se soigner à l'hôpital, à l'Indénier ou à l'hôpital mère-enfant, tant mieux. Mais pour lui, il parlera sur les réseaux sociaux et après, tant pis, il passe à l'autre côté. Et souvent, même quand nous qui réagissons, parce que depuis que ce scandale, parce que c'est un scandale étatique, comme on doit le nommer, a éclaté, nous, on ne fait que mobiliser, travailler pour dire que il faut que les Ivoiriens se réveillent. Il faut qu'ils agissent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Ivoirien n'est pas arrivé? Il y a aussi, parce que moi j'ai un peu fait la formation sur la lutte non violente. Vous voyez? Excusez-moi, monsieur Dalai. Oui. Excusez-moi, avant que vous ayez sur qu'est-ce qui se passe, parce que c'est une question qui est vraiment très intéressante, j'aimerais donner la possibilité à monsieur Apollos Dante de pouvoir nous dire au revoir. Comme ça, on aura la latitude de s'étendre sur la question de qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi, monsieur Dalai. Ok. Pas de souci, pas de souci. Voilà. Merci. Effectivement, j'avais demandé à prendre congé de vous, mais il fallait que je vous dise merci de vive voix avant de le faire. Merci à la TTN. En tout cas, vous êtes très, très efficace et vous avez tout mon soutien personnel, en tout cas dans le combat que vous menez, qui est le combat aussi que nous soutenons, que nous menons tous au sein du Cap Côte d'Ivoire, pour faire en sorte que tous les leaders des grands partis qui ont été écartés pour l'instant soient réintégrés dans la course à la présidentielle et que la Côte d'Ivoire 2.0 arrive avec vraiment l'excellence comme critère premier. Voilà, je voulais dire particulièrement au jeune frère Dr Ousmane que voilà, je prends bonne note de sa bonne réaction envers moi et j'ai aussi la même admiration pour lui et pour vous tous.
Et donc, restons en contact. Je pense que la nouvelle Côte d'Ivoire, en tout cas, peut compter sur beaucoup de ses fils et de ses filles. Et ce qui se passe avec le RHDP, c'est un accident de parcours et nous allons nous en sortir. Alors, bonne continuation et puis bon, on se redit une autre fois. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, monsieur Apollos. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et à très bientôt, on espère. Bonne soirée à vous. Oui, monsieur Dalai, vous étiez sur le point de nous faire un diagnostic, de nous éclairer sur qu'est-ce qui se passe. Merci. Effectivement, je le disais, vous voyez, il y a eu plusieurs tentatives. Les Ivoiriens, nous sommes aujourd'hui sur le problème, sur ce scandale étatique concernant la question sanitaire. Vous voyez, là on discute, on publie, on essaie de dire que ils n'auraient pas dû faire, mais après ça va s'estomper. Vous voyez, ça a été le cas de Comé. Vous imaginez dans un pays où la jeunesse est alerte, où la population est éduquée, cette affaire de Comé, on aurait eu 4, 5, 6 marches sur le ministère de la Construction, sur des entités bien ciblées qui sont intervenues dans ce dossier. Mais malheureusement, les Ivoiriens, comme on le dit, il faut qu'on fasse le diagnostic post-électoral de 2011. Pour ceux qui sont médecins, je pense que, je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas eu une nouvelle pathologie après la crise de 2011? Moi, je me demande parce que souvent, tu vois qu'il y a un engouement. Aujourd'hui, plusieurs jeunes, il suffit de mobiliser par Internet, ils dénoncent. Mais dès que vous appelez à l'action, les jeunes Ivoiriens, comme si ils avaient cette peur encore qui était dans leur cœur, qui dit, mais pourquoi je dois agir? Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui les arrête? Voilà comment des gens à un certain niveau peuvent se mettre devant une caméra sur notre télévision et nous dit que nous venons de négocier pour nos familles, pour nous, un accord qui nous permet d'aller nous soigner, alors qu'il n'y a même pas 2 jours, vous étiez en train de parler de l'IDH. Qu'est-ce qu'on met dans l'IDH? Mais c'est aussi l'accès aux soins médicaux. Qu'est-ce qu'on met dans l'IDH? Donc, ça veut dire que à la limite, ils nous disent, on vous vend ce que vous voulez entendre, mais à la limite, on s'en fout de vous. Ils ne sont pas redevables vis-à-vis de la population parce qu'ils s'en foutent. Et comme la population, elle est tournée vers les XBet, excusez-moi, elle est tournée vers les jeux hasard, elle est tournée vers des buzz inutiles. Et même quand il y a des buzz utiles, ça s'estompe après quelques minutes, les gens continuent de nous narguer. Il y a combien de jeunes aujourd'hui qui sont capables de dire, bon, c'est vrai, on abandonne 2 jours notre travail, on s'en fout parce que même qu'on soit cadre d'Orange, qu'on soit cadre de MTN, mais parce qu'il s'agit de la population, nous allons sacrifier. Mais les gens, ils s'en foutent. Voilà le problème. Avant, dans les années 90, vous voyez, il y avait une certaine classe qui avait été éduquée. Oui. Excusez-moi, est-ce que on pourrait dire que vous êtes d'accord avec M. Léandre en disant qu'il y a un réel problème de conscience citoyenne et de connaissance des enjeux? Oui, un véritable problème. Ça, c'est un axiome. C'est un axiome. C'est un véritable problème d'une prise de conscience collective. Et même quand elle existe, elle ne passe pas à l'action. Vous voyez, nous sommes en train de parler de ce fait. Est-ce que les partis politiques, est-ce que les organisations ont fait des délégations éclatées pour aller expliquer aux parents au village? Par exemple, à Béoumi. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.